Et je donne la parole pour un autre rapport sur lequel il n'y aura pas non plus de vote, mais dont nous devons prendre acte, qui est le rapport sur l'égalité femmes-hommes, Laetitia Martinez. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, comme chaque année, depuis 3 ans maintenant, nous présentons le rapport de situation sur l'égalité entre les femmes et les hommes en Bourgogne-Franche-Comté, qui répond à la fois à nos obligations légales, celle de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle, à nos engagements internationaux. Liliane Lucchesi faisait référence aux objectifs de développement durable dans lesquels nous sommes pleinement investis, mais aussi à nos valeurs et à nos convictions. Ce rapport, c'est aussi l'occasion de souligner que l'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet qui prend place de façon croissante et de façon constante dans le débat public, et c'est heureux. C'est heureux qu'il y ait majoritairement une reconnaissance, reconnaître que oui, il y a encore un sujet sur relatif aux inégalités entre les femmes et les hommes, que oui, l'égalité réelle est loin d'être acquise et qu'elle nécessite l'engagement collectif. C'est heureux pour la libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, comme les affaires de ces derniers jours l'illustrent encore. Mais la prise de place croissante de ce sujet dans le débat public occasionne également des détournements, des excès et des aberrations. Il fait ressortir les propos les plus réactionnaires, prouvant ainsi que le combat est loin d'être partagé. Si on n'est pas au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer. Ou alors, les propos hallucinants que nous avons pu entendre sur le viol cette semaine montrent bien qu'on passe d'une parole décomplexée à une parole outrancière qui appelle notre condamnation la plus ferme. L'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet sérieux. Et pour celles et ceux qui seraient tentés de sourire à cette affirmation, permettez-moi de rappeler que depuis le 5 novembre à 16h47, les femmes travaillent gratuitement, parce qu'il y a encore dans notre pays 24% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Que depuis le début de l'année, 133 femmes ont été assassinées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, et que dans partie de ces situations, elles avaient alerté, déposé des mains courantes et porté plainte, et que leur voix n'a pas été entendue. Je pourrais égrener longuement l'ensemble de ces exemples. À ces chiffres s'ajoutent encore nos représentations collectives, ces fameux stéréotypes qui sont à l'origine des inégalités, et qui, rappelons-le, restreignent aussi le champ des possibles des hommes, comme nous l'avons illustré l'année dernière lors de notre déplacement avec Valérie Depierre à l'IRTS dans le cadre du Printemps de l'égalité. Je vous propose, après cette introduction qui est rappelée en termes de chiffres dans l'introduction du rapport qui vous a été présenté, de rentrer sur les 2 parties qui sont vraiment le corps, les 3 parties qui sont le corps de ce rapport, la partie liée aux ressources humaines, comment la collectivité en tant qu'employeuse agit en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, comment dans le cadre des politiques publiques que nous conduisons, nous travaillons à corriger ces inégalités, et enfin le plan d'action, un point d'étape sur le plan d'action que nous avons mis en œuvre. Mais avant, je dois passer par un petit exercice purement technique des quelques coquilles qui se sont glissées dans ces pages de rapport, et administrativement, je dois en passer par là. Donc, d'une part, page 10, dans le tableau répartition femmes-hommes par filière et catégorie hiérarchique au siège, dans le cadre de la filière culturelle, catégorie A, les bons chiffres de personnes sont 2 femmes, 4 hommes et un total de 6, qui nous donne une répartition de 33% et de 67%. Et page 11, répartition femmes-hommes par filière et par grade. Ingénieur en chef hors classe, ce n'est pas 0, mais 1. Et donc la répartition qui s'ensuit fait qu'il y a donc 5 hommes et un total de 6, et je vous fais grâce de tous les pourcentages qui en découlent. Et enfin, page 34, puisque cela a été souligné lors de l'audition au Césaire, je dois remplacer la CGC par la CFE-CGC. Une fois ces précautions faites, je ne vais pas. Vous avez un certain nombre de tableaux qui viennent illustrer la situation, la photographie de la place des femmes dans notre collectivité en tant qu'agente. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces tableaux. Je vais attirer votre attention sur 3 choses. D'une part, depuis 3 ans, les données qui sont fournies à l'intérieur de ce rapport s'enrichissent et elles nous permettent d'avoir une connaissance plus fine année après année de la situation. Je vous donne un exemple. L'année dernière, nous avions présenté une répartition par fonction d'encadrement au siège qui nous disait qu'on était à peu près à 50-50. De quoi nous réjouir de manière générale. Sauf que quand on rentre un tout petit peu plus finement à l'intérieur des chiffres, on se rend compte que plus on monte dans la hiérarchie, plus les différences
se mettent en œuvre. D'où l'importance de la densité de ces informations. Et j'en profite aussi pour souligner et saluer le travail des services dans l'élaboration de ce rapport. Un deuxième point permet de rappeler un contexte législatif qui a évolué cet été. Nous allons maintenant présenter les données relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre d'un rapport social unique. Et enfin, deuxième chose qui nous est imposée par la loi du 6 août 2019, la mise en place d'un plan d'action d'ici à la fin de l'année, d'un plan d'action en termes de ressources humaines. Enfin, dernier point d'introduction, les chiffres qui sont analysés dans le cadre de ces tableaux sont analysés en tenant compte de la surreprésentation des femmes dans la collectivité pour avoir l'analyse la plus forte possible. 3 points sur la question RH doivent attirer plus particulièrement notre attention et font l'objet d'actions que nous commençons à mettre en place et dont l'aboutissement, en tout cas les premiers pas, se jugeront à l'année prochaine. D'une part, l'accès des femmes aux fonctions d'encadrement dans les lycées. On l'a déjà souligné précédemment. Seulement 15% des femmes aujourd'hui sont dans des fonctions d'encadrement au sein des lycées. Et je dirais même que sur les fonctions de responsable de service général, là où elles sont 45% d'encadrants, on pourrait se dire que la mixité est presque acquise. Je veux rappeler que dans le service général, elles sont quasiment totalement majoritaires, c'est-à-dire qu'elles doivent représenter 83% des agents. Si ma mémoire ne me fait pas de défaut, j'ai oublié de noter le chiffre. Enfin, deuxième point, la question de la rémunération. Si on ramène tout le monde à temps complet, nous avons fait cette simulation-là, on se rend compte que les écarts de salaire entre catégorie B et catégorie C s'expliquent très majoritairement par le temps partiel, par le recours très fort des femmes au temps partiel. J'en profite pour souligner que dans notre collectivité, une femme sur 4 a recours au temps partiel, alors que seuls 5% des hommes ont recours au temps partiel, ce qui n'est pas sans lien, sans les représentations que nous avons, notamment sur le lien entre vie personnelle et vie professionnelle. Sauf que dans le cas des catégories A, le temps partiel ne suffit pas à expliquer l'intégralité des écarts de salaire. Un autre élément d'explication est l'accès plus important des hommes aux fonctions à responsabilité et donc aux salaires qui les accompagnent. Je clôture là la partie relative aux ressources humaines. Je répondrai bien sûr aux questions s'il y en a de plus précises. Nous sommes bien évidemment des acteurs de nos politiques, de notre politique publique, dans le cadre desquelles on est attentif. Merci. On est attentif à ne pas reproduire, à ne pas corriger les inégalités qui sont à l'œuvre entre les femmes et les hommes. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble de nos politiques publiques, nous en avons identifié quelques-unes. Les sports, on a eu plusieurs fois l'occasion d'en parler. Le volontarisme que nous avons mis en place sur la politique sportive pour que vraiment cette question soit prise en compte dans chacun de nos règlements d'intervention porte ses fruits. Les acteurs nous le disent. Cela a été souligné par le Césaire. Je me permets juste une petite anecdote. Si vous me Merci Madame la Présidente. Une petite anecdote, je regardais un supplément sport d'un quotidien, dont je tairai le titre ce week-end, 8 pages, quasiment exclusivement consacrées aux résultats masculins, sauf la Fed Cup. Accessoirement, la France, l'équipe de France, les filles ont remporté la Fed Cup, mais ça ne valait bien évidemment qu'un petit quart de page au milieu de tous ces résultats sportifs masculins. Je ferme la parenthèse, mais je trouve que c'est un exemple qui permet d'illustrer encore le travail qui reste à faire. La formation professionnelle. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, ce matin dans vos propos, notamment sur le PRIC, l'aide au démarrage de la formation. Oui, ça fait partie des actions que nous menons en faveur des femmes, puisque nous savons que les frais qu'occasionnent une reprise de formation, et notamment dans la garde d'enfants. Nous avons également identifié, parce que nous avons travaillé ces chiffres avec précision, nous avons également identifié que la mobilité est plus difficile pour les femmes dans les parcours de formation. Sur ce sujet-là, et notamment grâce à l'aide à la mobilité que nous avons triplée également dans le cadre du PRIC, nous participons bien évidemment de la correction de ces inégalités. Il y a bien sûr toutes les actions que nous menons depuis très longtemps. Je ne vais pas les citer de manière exhaustive, mais l'engagement dans le cadre du partenariat avec FET, qui nous permet de travailler sur la mixité des filières, sur l'accompagnement des entreprises dans le cadre de l'intégration de la place des femmes en leur sein, dans le travail auprès des organisations syndicales pour intégrer cette question-là dans les négociations collectives, le plan égalité que nous menons dans les lycées pour s'adresser aux plus jeunes, parce que c'est aussi par les plus jeunes générations que nous pouvons déconstruire les stéréotypes de genre, mais aussi les aides aux associations que nous avons mis en place. Je pense au CIDFF. Tous les CIDFF aujourd'hui de Bourgogne-Franche-Comté sont aidés, financés et accompagnés
pour permettre aux femmes l'accès aux droits. Et puis, bien sûr, l'aide au planning familial que nous avons adopté dans le cadre de la feuille de route santé et récemment en commission permanente pour l'information à l'accès à la contraception, à l'IVG, bien sûr, aux côtés des centres de planification, l'éducation à la sexualité. Je me permets juste d'attirer votre attention, parce qu'on n'est jamais déconnecté complètement de ce qui se passe chez nos voisins, sur un projet de loi qui est aujourd'hui en cours au Parlement polonais, qui est en débat, sur la criminalisation de l'éducation à la sexualité, l'information à la santé et aux droits sexuels reproductifs, et qui dit que éducateurs, psychologues, éditeurs, journalistes et même parents peuvent encourir jusqu'à 3 ans de prison s'ils s'engagent dans une information en faveur de l'éducation à la sexualité, ce qui conforte bien la nécessité de rappeler nos valeurs et d'agir dans cette dimension. Enfin, le plan d'action. Je crois que nous avons l'honnêteté de poser clairement les actions sur lesquelles nous nous engageons, même si chaque petit recoin de société nécessiterait notre engagement le plus plein et entier. Pour être efficace et parce que ce sujet s'engage dans la durée, nous avons identifié l'année dernière 15 actions sur lesquelles nous avons avancé, des actions qui concernent à la fois notre propre fonctionnement, parce qu'il y a effectivement une évolution de nos propres organisations internes. J'espère que ce n'est pas ça qui vous fait rire, mesdames, messieurs, non, je ne pense pas, que nous avons commencé. Vous avez dans ce plan d'action à la fois le bilan des actions engagées dès 2019 et comment nous allons les poursuivre. Alors avec la mise en place de groupes de travail dédiés à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec la mise en place de référents au sein de nos services, l'installation d'ambassadrices et d'ambassadeurs de l'égalité, la mise en place du principe de jury, de mixité dans nos jurys de recrutement, ceci pour le volet collectivité employeuse. Sur la sensibilisation et la formation, nous avons complètement intégré cette dimension-là à notre plan de formation 2020-2021. Former les encadrants à ces questions-là et nous continuerons de former encadrants et élus sur ce sujet. Une communication à l'interne qui y fait également référence. Nous avons besoin de données chiffrées pour nous accompagner dans ce combat. Pour ça, nous avons engagé un travail avec l'INSEE que nous allons poursuivre, un travail avec le Césaire également que nous allons continuer. Et également le déploiement des indicateurs de genre dans l'évaluation de nos propres politiques publiques. 4e point sur informer et convaincre, veiller et inciter à une communication sans stéréotype de sexe. Là, nous avons signé avec le Haut Conseil à l'égalité, il y a quelques mois maintenant, une convention qui nous lie pour une communication publique sans stéréotype de sexe que vous retrouvez. Vous avez un petit document chacun sur vos tablettes qui vous permettent d'illustrer comment, dans le cadre de notre communication, nous devons être vigilants sur ces sujets-là. Je pense notamment à ne pas reproduire de stéréotypes sur nos outils de communication. Je pense à la mixité des intervenants dans une table ronde, et les exemples sont encore nombreux. Il y a eu le printemps de l'égalité, dont le prochain se tiendra bien sûr à partir du 8 mars, sous la bannière Femmes d'excellence, Femmes d'engagement, pour l'année qui s'ouvre. Il y a le réseau que nous avons mis en place, le réseau des femmes et des hommes d'ailleurs qui militent en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous le voyez, Madame la Présidente, ce n'est pas simplement une question d'incantation, ce n'est pas qu'une question de principe. Nous avons posé des objectifs clairs qui correspondent à nos compétences en termes de politique publique. Nous les évaluons et demain, nous continuerons de les mettre en œuvre.